Bonjour, amis de la théogastronomie. Aujourd'hui, nous allons parler du lait. Non pas du lait de vache, mais essentiellement du lait de brebis et du lait de chèvre. Parce que on aurait même aussi pu mettre le lait de chameau, qui est d'ailleurs très très bon. Parce que dans les régions où le fromage et puis où tout s'est développé, c'était surtout sur une base de lait de chèvre et de brebis. C'est pour ça que nous avons choisi particulièrement ces deux laits. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est encore le fait que ça se transforme en fromage et que ces fromages peuvent être conservés. Donc on peut conserver le lait si on en fabrique des fromages. Alors, ici vous avez le lait de brebis que vous pouvez acheter, c'est un produit lactel. Il en existe de toutes sortes. Si vous allez même sur les marchés, il y a des fois des gens qui vendent du lait de chèvre ou du lait de brebis. C'est des laits qui sont beaucoup plus gras et aussi qui contiennent beaucoup plus d'éléments nutritifs et formidables que le lait de vache. Surtout s'il est pasteurisé, upérisé, je ne sais pas quoi d'autre. Ces laits, quand ils sont servis au naturel, c'est des très bons laits. Voilà, une chèvre et son chevreau. Ces chèvres, qui sont d'origine de Perse, sont réparties dans toutes les régions d'Europe. Voici une brebis avec son petit, qui est un agneau ou une agnelle. Vous voyez, il tète, voilà, il a même un numéro, c'est très bien. Il est dans un parc. C'est des beaux animaux. Ici, on a voulu vous montrer un instrument qui est nécessaire au moment où on va traire les chèvres ou traire les brebis. Il faut qu'on ait une seille, c'est-à-dire que cet élément qu'on appelle la seille, cette seille, eh bien, c'est le bidon dans lequel on récolte le lait de brebis ou de chèvre. Cette partie-là, elle est amovible. Comme ça évite que si le jet allait quitter, il est ramené directement dans la seille. Voilà des paysans avec des seilles qui sont prêts à aller faire le travail. On a mis tout ça. Le berger, il est mis de côté parce que lui, il s'occupe que des animaux, tandis que la patronne de la ferme, le patron de la ferme et l'ouvrier de la ferme, eux, ils sont chargés de traire. Ils doivent traire. Quand ils doivent traire, ils doivent tous s'y mettre. Et lui, il est dégagé de ce travail parce que quand une brebis ou une chèvre a été libérée de son lait, eh bien, c'est lui qui, après, s'en occupe pour qu'elle aille dans le parc et puis qu'elle attende la suite des ordres qui lui viendront. Mais c'est intéressant de voir que finalement ça peut changer, les choses sont restées comme elles sont, il y a toujours les bâtons, il y a toujours les seilles. Vous voyez, ici vous avez l'exemple même. Voilà un homme qui est en train de traire, le lait va dans la seille, ici vous avez la boye, et sur la boye vous avez le tamis. Donc pour éviter qu'il y ait des morceaux de paille ou des impuretés qui rentrent dans la boye, il va passer cela, et ça, ceux-ci qui sont là autour, c'est plutôt des petits agneaux, et voilà tout le troupeau que lui doit traire. Donc on parle de la traite à la main. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de faire la traite avec des machines, on aligne les bêtes et tout, mais enfin, c'est comme ça que ça se faisait et que ça se fait encore et que c'est traditionnel. Ici, nous avons la façon de serrer le pis pour en extraire le lait. On le voit bien. On voit que finalement, ici, excusez-moi, c'est à l'envers. Ici, on voit que les tétines et l'homme, avec ses pouces et sa main,
va diriger le lait dans la seille. Voilà, ici, on peut voir un petit enfant qui se sert un verre de lait. Voilà, vous voyez, on tire sur la tétine et le petit jet de lait arrive dans le verre. Maintenant qu'on a du lait, si on doit cailler ce lait d'une manière ancienne, avant qu'on ait les présures animales ou même des présures chimiques, etc., on a fait tout le travail de la présure était fait avec des plantes. Et les plantes, ce qui les importait, c'était les fleurs. On devait presser ces fleurs pour qu'il en sorte une présure, c'est-à-dire un liquide qui après allait cailler le lait. Alors ici, vous avez le fameux chardon. Donc là, on a tout. Il y a le chardon, le cardon et même l'artichaut. Toutes ces fleurs-là peuvent faire le travail de la présure. Vous voyez ici des fleurs de cardon, et c'est grâce à ces fleurs qui sont là, une fois pressées, qu'on utilise ce jus pour la présure. Alors ça donne des très jolis petits fromages comme ça, qu'on met dans des faisselles, et puis après on en extrait le petit lait, et puis on les laisse sécher. Et là vous avez des fromages de chèvre frais. Ici vous avez un magnifique petit chevrotin, un petit fromage de chèvre frais. Vous voyez comme c'est très très beau, cette espèce de couleur blanche très avenante et très appétissante. Les grands spécialistes sont aussi les Portugais. Ici, vous avez l'aceitão qui est fait en général dans des monastères. Vous avez ce magnifique fromage de chèvre qui est fait avec de la présure de végétale, comme il est indiqué ici, vous voyez, mais ça c'est plus gros. Ça, c'est le fromage au lait cru de brebis, le zimbro. On en trouve dans les magasins portugais. C'est très intéressant. Le zimbro qui est fait à la présure végétale et extraite de la fleur de chardon, comme on vient de vous l'indiquer. Et alors, vous voyez, ce fromage, quand vous le goûtez, vous ressortez le goût du chardon parce qu'il est légèrement amer et c'est très particulier et très bon. Le zimbro, c'est un fantastique fromage. Ici, vous en avez un autre qui est de Tolède, qui est aussi fait à la présure végétale. Donc voilà ces fromages tels qu'ils sont encore aujourd'hui, qu'on peut encore retrouver aujourd'hui, et qui ont ces goûts particuliers, et qui sont l'œuvre de ces chevreaux et de ces brebis, et aussi du travail des fromagers, des paysans et des bergers. Vous voyez, ça c'est magnifique, c'est vraiment un très bon moment. On peut aussi faire du kéfir. Ici, vous avez du kéfir. Donc ça, c'est de la fleur de kéfir qu'on mettra dans le lait. Ça va le faire tourner et on aura un kéfir. Le kéfir peut se boire frais, même avec des sirops, etc. C'est très très bon, le kéfir. C'est aussi un produit qui vient de Turquie. Il y en a beaucoup en Turquie, d'ailleurs. C'est très recherché. Et voilà, des fromages de chèvre qui sont en train d'être maturés dans une cave appropriée. Très beau fromage. Voilà un très beau fromage de brebis aussi. Très très beau. Un fromage à la mie. Voilà. Et on ne pourrait pas ne pas citer la chèvre Amalthée, la chèvre de Zeus. Comme vous savez, Zeus, il a survécu à son père Cronos qui mangeait ses enfants. Pour cela, on a dû
sa mère l'a sortie du cocon familial, l'a confiée à un couple de paysans. Et cette femme ne pouvait pas faire nourrice parce qu'elle n'avait pas de lait. Donc le petit Zeus, il a été nourri avec le lait de la chèvre Amalthée, qui est devenue une chèvre, c'est presque une nymphe. Et le petit Zeus se nourrissait de cela et de miel des abeilles. Il y a eu beaucoup de représentations de la chèvre Amalthée dans la Renaissance. Vous voyez, ici, vous pouvez voir même le petit Zeus qui tète directement à la chèvre pendant que ce monsieur qui l'a recueilli tient la chèvre par les cornes, et ici sa mère putative qui le soutient pour qu'il tète la chèvre. Une autre représentation, toujours de l'époque de la Renaissance, où on montre le petit toujours en train de téter sous la chèvre, avec des ciels magnifiques, très très beau tableau. Ici, on peut voir que le petit, il a comme une espèce de vase. Il pense que quand elle aura trait ou préparé la chèvre, on va remplir son petit verre qui est ici et pourra boire le lait de la chèvre. Une autre représentation, si vous voulez. Le Zeus, il n'a pas toujours été très aimable avec Amalthée, parce qu'après, quand il jouait avec elle, un jour, il lui a cassé une corne. Et cette corne, elle a fini par devenir aussi un objet mythique. C'est la fameuse corne d'abondance. Ici, vous voyez une personne qui tient une corne avec toute l'abondance sur un pot grec. On l'a fait voir comme ça. Sur un pot grec, c'est mal photographié, mais ça doit être assez difficile, surtout dans les musées. On ne peut pas sortir les pièces, on ne peut pas faciliter les choses, mais on peut voir que c'est vous voyez, ce berger qui vient avec, il tient son bâton, et puis la femme qui attend de recevoir les offrandes de la corne d'abondance. Ici, on voit mieux la corne d'abondance, tout ce qu'elle peut donner, vous voyez, tous les fruits, tous les légumes qui sortent en abondance de la corne. On termine avec Cernunnos le Celte, avec sa coiffure ses cornes de cervidés, le sanglier qui est en dessus, ses deux servantes, et voilà, la chèvre et la brebis, c'est la base, déjà chez les Celtes, c'est la base de la nourriture, tout est là, la viande, le lait, le fromage éventuellement, s'ils savaient le faire. C'est les Gaulois qui ont trouvé ce système. Et bien voilà, vous avez ce Cernunnos, qui est magnifique Cernunnos. Bien sûr que la chèvre, elle est aussi importante, puisqu'on l'appelle le Capricorne, et ici vous l'avez dans le ciel. Donc chaque fois que vous regarderez au ciel, vous verrez la chèvre. Vous voyez cette chèvre, ce Capricorne, ici, avec toutes les étoiles qui forment ça. Et que vous avez encore ici le fait que cette magnifique chèvre se transforme en sirène. C'est une chèvre sirène, c'est un capricorne. Voilà, c'était l'histoire du lait qui nous est si cher et qui nous est si utile et qui nous donne une bonne nourriture quotidienne.